crois qu'il faut bien en prendre conscience. Alors, il y a une nouvelle génération qui ne connaît pas bien l'histoire, mais que jusqu'en 89, vous aviez un monde soviétique, très, très dense, très dur, et puis un monde de la liberté qui était en fait à l'époque, comme disaient les Occidentaux. Et c'est vrai qu'en 89, ce monde-là explose, et il faut savoir qu'il y avait d'un côté ce qu'on appelle l'OTAN, c'était en fait les pays européens qui étaient dans une structure contrôlée par les Américains, et d'autre côté, il y avait ce qu'on appelle le pacte de Varsovie. C'était donc deux blocs qui ont toujours été près de la guerre l'un de l'autre. Et il s'est trouvé que dans cette période-là, il faut bien comprendre, il y a eu deux hommes qui ont été extraordinaires, Gorbatchev et puis Bush, le père Bush, vous savez, et les deux avaient des liens très proches entre eux. Moi, plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient des liens très proches. Et alors, le père Bush dit à Gorbatchev, écoute, tu peux pas continuer à laisser cette Union soviétique et ce pacte de Varsovie aussi lourd, aussi menaçant pour les libertés du monde. Et Gorbatchev dit, très bien, oui, il n'y a pas de problème. Et donc, je vais faire exploser le pacte de Varsovie et je vais faire exploser l'URSS, qu'il a fait d'ailleurs. Mais en contrepartie, dit-il, vous m'assurez, vous les Américains, que l'OTAN reste dans ses frontières, c'est-à-dire en fait les frontières de l'ancienne Europe, c'est-à-dire en fait ça s'est arrêté à l'Allemagne et à la France et, voilà. Et l'Angleterre, enfin, c'était vraiment les premiers pays de l'Union européenne. Il dit oui. Et d'ailleurs cet accord a été signé en 1994 où il y a eu ce qu'on appelle une fondation pour la paix faite par l'OTAN et dans laquelle les Russes ont signé cette fondation pour la paix, je ne sais pas si fondation pour la paix ou partenariat pour la paix, et dans laquelle les Russes, les Américains ont bien signé que l'OTAN restait à ses frontières. Sauf que par la suite, vous aviez, quand les pays du RSS ont explosé, vous aviez tous les pays de l'ancienne Union soviétique, qui étaient les pays européens, qui étaient la Tchécoslovaquie, la Pologne, les pays baltes. Et eux, si vous voulez, ils avaient supporté le communisme pendant très longtemps. C'était très dur, hein. C'était pas un régime de liberté. Et donc, ces pays-là ont dit, nous, on voudrait rentrer à l'Union européenne. Mais l'Union européenne, vous savez, il y avait des critères très lourds. Et donc, c'était compliqué. Par contre, à l'OTAN, il suffisait de demander, et puis l'OTAN disait oui. Et le problème, c'est que les Américains et les Européens ont accepté que tous ces pays, il fallait bien qu'ils trouvent une structure pour les accueillir, rentrent dans l'OTAN. Et en face, il n'y a plus tellement de réactions parce que il faut savoir que de 89 à 2001, pratiquement, c'est les Américains qui dirigeaient la Russie. C'est eux qui ont fait et la Russie, l'économie russe s'effondre. Et tous ces pays, voilà, l'économie s'est effondrée. Et tous ces pays-là, si vous voulez, sont rentrés au moment où la Russie était très faible. Mais quand arrive Poutine, c'était un autre personnage. Et Poutine, la première chose qu'il fait, il fait d'abord un discours européen qui était pratiquement le discours de Robert Schuman quelques années plus tôt. C'était vraiment, il voulait rentrer dans l'Europe. Il a d'ailleurs demandé de rentrer dans l'Union européenne. Et il demande aussi, il voit le président Clinton, il dit « je voudrais rentrer dans l'OTAN ». Et le président Clinton lui dit « je suis d'accord ». Je ne sais pas si vous imaginez. Il était d'accord pour que la Russie rentre dans l'OTAN. Sauf quand le père Bush est arrivé, ils ont bloqué. Et en ce qui concerne l'Union européenne, c'est pareil. C'est que les fonctionnaires de Bruxelles ont bloqué. Parce qu'on est toujours déjà sous la dépendance, si vous voulez, des Américains. C'est-à-dire qu'on a une Union européenne très dépendante des Américains et qui considère, les Américains ont toujours eu peur s'il y avait une grande alliance entre l'Union européenne et la Russie. S'il y avait eu la grande Russie ou la grande Europe, comme le voulait Mitterrand et comme le voulait Charles de Gaulle, les Américains auraient été beaucoup plus faibles. Et ils ont toujours tout fait pour casser cela. Alors par la suite, si vous voulez, donc l'OTAN progresse et en 2006, l'OTAN décide de faire entrer l'Ukraine et la Géorgie, qui sont les deux pays, les mamelles de la Russie, dans l'OTAN. Alors là, ça a été la guerre. Et en 2008, et c'est comme j'étais sénateur, c'est le conseiller du président Sarkozy qui m'a raconté l'histoire, après la réunion, il y a une réunion à Budapest avec le fils Bush, qui était maintenant président de la République qui était président des États-Unis, Angela Merkel, le président Sarkozy et le président Poutine. Et l'histoire m'a été racontée comme cela. Vous avez Poutine qui arrive fou de rage, alors c'est des images, c'est pas la réalité exacte, voit Sarkozy, il dit écoute, ce n'est pas possible. Si jamais vous acceptez, vous les Européens, que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN, ça sera la guerre. Et Sarkozy lui dit écoute, enfin je traduis, j'ai pas les mots exacts, écoute, arrête, tu nous emmerdes, il dit arrête, ça suffit. On te dit que nous, l'Ukraine et la Géorgie ne rentreront pas dans l'OTAN, et d'ailleurs on l'a dit à Bush, et c'est pas question qu'ils rentrent dans l'OTAN, et en plus de ça, le Conseil européen que nous maîtrisons, ils ne rentreront pas dans l'OTAN. Et ça s'est arrêté là, et quand même. Sauf que, on a toujours senti la progression des Américains, qui poussaient. Et donc il y a eu l'affaire de l'Ukraine. Et l'affaire de l'Ukraine, si vous voulez, ça a été quelque chose... c'était surpris, mais il faut bien savoir que si la Russie a récupéré l'Ukraine, il faut aussi connaître l'histoire dramatique de l'Ukraine. Il faut savoir que dans les années 30, les communistes, les années 33-34, c'était Khrouchtchev à l'époque, qui était un jeune permanent de Staline, ils ont organisé
la famine dans un pays qui est très riche, la famine en Ukraine, il y a eu 8 à 9 millions de morts. Et que quand les aliments sont arrivés en 40, tous ces Ukrainiens, dont la grande partie des Ukrainiens de l'Ouest, ils ont joué avec les Allemands. Et quand vous savez que la partie Est, où il y avait notamment la Crimée, c'était plutôt des pro-russes, il faut savoir qu'en Crimée, une personne sur deux a été tuée entre 40 et 45 par les nazis, mais pas par les nazis allemands, par les nazis ukrainiens. Donc quand Poutine a récupéré l'Ukraine, la Crimée, ça s'est fait presque naturellement. Les gens n'étaient pas mécontents. Et qu'est-ce qui se passe? Donc l'opinion, enfin, je veux dire, tout le G8 ou le G20 se fait surtout avec ce problème-là. Et puis le président Hollande organise en Normandie les 100 ans de la guerre de 14. Et alors là, il y avait le président Poutine, il y avait je crois que c'était le président Bush, ou peut-être Obama déjà. Et là, Hollande, dont on critique, mais là, a été très efficace, parce qu'il a proposé à Angela Merkel, au président russe, aux Ukrainiens, au président ukrainien qui était là, de faire en sorte, si vous voulez, qu'on s'accorde sur une sorte de convention qui s'appelait l'accord de Minsk, oui, pour qu'on puisse trouver une solution pour régler le problème Ukraine-Russie, notamment avec le fait que la Russie s'était emparée de la Crimée. Et là-dessus, ça s'est fait grâce au talent d'Hollande. Mais ça patinait. C'était pas aussi simple. Et puis surtout, les Américains n'étaient pas dans l'opération. Ce qui était quand même extraordinaire. Pour la première fois depuis de nombreuses années, l'Europe prenait en charge un problème européen. De grande Europe. Peut-être pas d'Union européenne, mais de grande Europe. Et qu'est-ce qui se passe? Et alors, ça patinait un peu. Et moi, à l'époque, j'étais président du groupe d'amitié avec l'Asie centrale. Et le 6 décembre 2014, je reçois un coup de fil de l'Élysée, enfin quelques jours avant. Monsieur le président Hollande va à Astana voir le président du Kazakhstan. Et comme vous êtes le président du groupe d'amitié, est-ce que vous pouvez venir avec lui? Je dis oui, bien sûr, c'était sympathique. On partait en avion présidentiel. Et donc on arrive à Astana. Et la nuit, on part à Almaty, qui est un peu la capitale économique. Et à Almaty, le lendemain matin, on a quelques réunions. Puis après, on devait repartir à Paris. Et là, j'étais avec un de mes collègues sénateurs, je vois le président Hollande qui s'approche de nous, qui dit, écoutez, bon, tout le monde part à Paris, mais vous venez avec moi, je vais à Moscou. Alors il dit en plaisantant, j'ai besoin d'otages, je vous prends tous les deux comme otages, si jamais il faut que je laisse des otages au président Poutine. Voilà. Pour y parfaire votre éducation, vous savez, comme faisaient les Chinois autrefois. Ce qui est intéressant, c'est que nous sommes donc allés en avion présidentiel à l'aéroport du Bourget de Moscou, enfin qui est l'aéroport privé, et là, le président Hollande est descendu, nous on est restés dans l'avion, on n'était pas négociateurs, et on a vu que ça a duré 3-4 heures, une négociation assez intense. Et on a vu d'ailleurs le président Poutine qui ramenait le président Hollande, on sentait d'ailleurs dans les gestes que c'était plutôt positif, et le président Hollande, vous savez, comme on était nous sénateurs, on avait, dans l'avion présidentiel, il y a toujours l'appartement, et puis vous avez les sièges d'honneur devant nous, comme on était sénateurs, on nous a mis au siège d'honneur, bon c'est... Et le président Hollande passe devant nous, alors on se permet moi-même et mon collègue, on dit, mais écoutez, président, ça s'est bien passé, est-ce qu'on peut vous poser des questions? Il dit, oui. Donc il nous a raconté plusieurs choses confidentielles que je ne dirai jamais, mais par contre, je me souviens à la fin, il dit, bon, maintenant il faut que j'appelle Merkel et Obama. Pourquoi? Parce qu'après ça, il fallait qu'ils fassent valider cet accord de Minsk au Conseil européen qui a eu lieu, je crois, le 6 février 2015, c'est-à-dire 2 mois après. Et donc, il a eu le soutien de Merkel, mais quand il y a eu le Conseil européen, ça a été une guerre terrible, où Angela Merkel et Hollande ont été obligés, face à l'offensive des Américains par le biais des Anglais, qui étaient encore à l'Europe, par le biais des pays baltes, par le biais des Polonais, qui essayaient de démonter ces accords de Minsk. Et Hollande et Merkel ont réussi à imposer ces accords en vendant, notamment en disant, bon, mais très bien, le Mistral que l'on construisait en France, vous savez, ce fameux bateau franco-russe, eh bien, on le laisse, pour donner un gage que nous, on est pour la logique de la paix, donc on ne fera pas du Mistral. Mais là où je dis qu'il y a une très grosse responsabilité de la part de président Macron, et je le dis parce que c'est là où c'est, et d'Angela Merkel dans la dernière période, c'est que ces accords de Minsk, ils ont été toujours bloqués par les Américains et par le président Poroshenko et par le président Zelensky, qui avait dit oui, mais qui ont tout fait pour ne pas que ça s'applique. Alors expliquez-moi pourquoi Zelensky... Mais parce qu'ils étaient dans les mains. Zelensky, ils étaient dans les mains des Américains. Il y a deux parties en Ukraine, il y a la partie plutôt pro-russe et la partie plutôt pro... Voilà. Et Zelensky a été élu d'ailleurs par la partie pro-russe. Oui, c'est ça. Et malgré tout, il a été repris en main par les Américains très vite, et les Américains bloquent. Parce qu'il faut savoir que les Américains ont fait en Ukraine ce qu'ils avaient fait à l'époque en Russie, entre 89 et 2001. Ils foutent en l'air le pays. Partout. Ils foutent en l'air le pays pour mieux le piller, quoi. Et moi, je dis ça, le président Macron a des qualités, mais je dis que là-dessus, on a une forte responsabilité. La Commission européenne et la France et l'Allemagne. Parce qu'on a donné à l'Ukraine
17 milliards d'euros. Vous savez vous-même, vous le savez, puisque vous dites 12 milliards sont partis, on ne sait pas où. Voilà. Mais enfin, c'est la Cour des comptes européenne. Il suffisait de dire de la part des Allemands et des Français, il n'est pas question qu'on donne ces milliards à Zelensky, à Poroshenko, à Zelensky, s'il n'y a pas d'accord de Minsk. On ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'on a en fait, on s'est laissé dominer par les Américains qui étaient contre. Deuxième raison aussi, la responsabilité, c'est qu'en ce qui concerne l'OTAN, je vous rappelle l'histoire du président Sarkozy qui avait dit il n'est pas question que l'Ukraine et la Géorgie rentrent dans l'OTAN. Eh bien, à la période Macron, il a laissé la petite musique au sein du Conseil européen de se dérouler la suivante. Cette petite musique, c'était quoi? Ah, l'Ukraine est un pays indépendant, donc elle peut très bien rentrer dans l'OTAN. Et ça, si vous voulez, ça n'a fait que tendre les relations avec la Russie, sans compter que chaque fois que le président Poutine voyait un responsable européen ou américain, il disait l'Ukraine et la Géorgie ne doivent pas rentrer dans l'OTAN. C'était une demande qu'il avait faite par rapport aux promesses d'origine où on disait que l'OTAN restait. Et ce qui explique, alors, on ne va pas non plus justifier cette agression. Hein. Il y a quand même non, on ne cherche pas à justifier l'agression, on dit mais que ça remonte assez loin. Il faut bien connaître l'histoire avant. Moi, je l'ai vécu en partie. Hein, puisque vous avez fait partie de cette pas histoire comme acteur, enfin, pas comme acteur, mais du moins comme observateur au plus haut niveau. Et j'ai bien compris, et j'ai même fait, j'ai redécouvert récemment, je vous disais que j'ai redécouvert un de mes rapports de 2016 sénatorial dans lequel je parlais de la guerre Ukraine-Russie. Alors, il faut que je retrouve savoir ce que je disais dedans. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises. Mais c'est vrai qu'on sentait très bien venir cela, parce que vous aviez derrière les Américains qui vraiment étaient là, un petit peu, vous savez, un petit peu comme de la corrida, eh bien, ils mettaient des banderilles, et puis ça a explosé.